En guise de présentation de ce nouveau Mavic 4 Pro, je tiens à préciser que je ne suis pas rémunéré par la marque pour effectuer ce test. Alors certes, ils m'ont envoyé le drone gratuitement et c'est déjà énorme, mais je ne suis pas soumis à vérification et je dis ce que je veux. Si je précise ça, c'est parce que durant cette présentation, je risque d'employer beaucoup de superlatifs parce que pour moi, ça reste la caméra idéale pour les photographes, vidéastes exigeants qui recherchent du matériel compact, transportable, avec une qualité d'image irréprochable. Maintenant, on va essayer de ne pas se laisser griser par l'aspect nouveauté. On va également parler de ses défauts. Alors comparé au Mavic 3 Pro, on a pas mal d'évolutions. La plus visible, c'est la caméra, donc qui permet de filmer de manière horizontale, verticale, mais également de pivoter à 360 degrés. Donc on y reviendra un petit peu plus tard dans la vidéo. On a également la technologie LiDAR qui fait son apparition, une technologie qu'on connaissait déjà sur le R3S pour la détection d'obstacles. Mais pour moi, la plus grosse nouveauté, c'est la radiocommande. C'est un bijou de technologie, elle est hyper pratique, super ergonomique. On a un écran 7 pouces 2000 nits qui permet donc d'avoir une très bonne visibilité en conditions ensoleillées. Et la particularité, c'est que cet écran, il se déplie. Donc la radiocommande s'allume automatiquement et il fait apparaître les manches. Et ça, au niveau du confort de pilotage, la position de l'écran au-dessus avec les manches très accessibles et tous les raccourcis au niveau des boutons, pour moi, au niveau de l'ergonomie, c'est vraiment l'idéal. Cette ERC Pro 2, elle fait également office de tablette, donc on peut aller sur un navigateur par exemple. On peut également gérer différents dossiers. Avec cette ERC Pro, on a un très bon feeling au niveau du pilotage. Je trouve qu'on a des manches très précis. On va également trouver une nouvelle molette qui permet, lorsqu'on est par exemple en mode pro, de basculer sur les réglages, donc au niveau des ISO, de l'obturation ou alors de l'ouverture. On va pouvoir, avec la molette, modifier le paramètre et lorsqu'on appuie, on va basculer donc sur la valeur qu'on souhaite modifier. Donc c'est très pratique, c'est un gain de temps au niveau du réglage et de la précision dans les prises de vue. La petite particularité de cet écran, c'est qu'on peut également le faire pivoter en mode portrait. Et dans ce cas-là, la caméra du drone va également basculer en mode portrait. On va retrouver un port micro SD, un port USB-C et un port HDMI. On n'est plus sur un micro HDMI, on est sur une prise HDMI. De l'autre côté, on aura les boutons de déclenchement, donc vidéo, photo, la molette pour incliner la caméra ou alors zoomer. Et les antennes, on va les déplier, mais on peut les déplier que d'une seule manière. Elles ne vont pas pivoter à 360 degrés, elles ont une seule position. Lorsqu'on les déplie, c'est comme ça. Alors pour moi, ça peut être un inconvénient parce qu'on ne peut pas poser la radiocommande directement à même le sol. On sera obligé donc de la faire poser sur ces antennes. Alors elles ont l'air résistantes, mais il faudra quand même faire attention lorsqu'on va poser la radiocommande et que les antennes sont dépliées. Sous la radiocommande, on aura les boutons C1, C2 qui sont paramétrables donc dans l'application. Et on a également une petite trappe pour intégrer donc un module de transmission 4G pour avoir une transmission améliorée. Et on va trouver le bouton d'alimentation au-dessus de l'écran. Donc ça va permettre de contrôler l'état des LED au niveau de la batterie, mais également d'allumer ou d'éteindre la radiocommande. On a à peu près 4 heures d'autonomie avec cette radiocommande. Maintenant, ça va dépendre aussi de comment vous l'utilisez et quel réglage vous avez au niveau de la luminosité de l'écran. Cette radiocommande, elle est très ergonomique. Maintenant, il faudra quand même faire attention à l'écran parce qu'il est vers l'extérieur. Donc, lorsqu'on la range dans le sac, il faudra faire attention. Je pense qu'on va trouver très rapidement des accessoires qui vont nous permettre de protéger cet écran pour le transport. Si on va dans les paramètres de la radiocommande, on peut voir qu'elle sera compatible avec le R3, le R3S et le Mini 4 Pro qui utilisent le protocole OcuSync 4. Au niveau du drone, on a un drone compact, repliable, qui pèse un petit peu plus de 1 kg, 1,77 kg sur ma balance. Lorsqu'on déplie les bras, le drone va s'allumer de manière automatique. C'est paramétrable dans l'application, on peut désactiver cette fonctionnalité. Lorsqu'on le replie, il va s'éteindre également automatiquement en fonction des paramètres que vous allez choisir. On a une détection d'obstacles omnidirectionnelle, donc on a 3 caméras sur le dessus, on en a également sur le dessous. Mais on n'en a pas derrière ni devant. C'est les caméras dessus-dessous qui font office donc de 360 degrés. À ça, on aura donc la détection LiDAR qui est sur le train avant droit, qui va permettre donc une détection sur l'avant. Ça permet de s'affranchir de la qualité optique, par exemple en basse lumière. Donc on aura une meilleure détection de nuit, notamment pour les vols nocturnes, pour ceux qui ont l'autorisation. Ça permet d'accroître également la sécurité lorsqu'il effectue un RTH. On a des hélices qui sont un petit peu plus grandes que celles du Mavic 3 Pro. Ça lui procure un bruit un petit peu plus sourd, mais ça lui donne aussi un petit peu plus de vitesse.
En vitesse maximale, moi, j'ai pas dépassé les 82 km/h. DJI annonce 90 km/h. Maintenant, ça va peut-être dépendre de la réglementation et dans le pays dans lequel vous évoluez. Mais ce drone est plus rapide et plus aérodynamique qu'un Mavic 3 Pro. On va retrouver un système de protection assez intelligent qui permet de protéger la caméra, qui se bloque par le dessous, qui permet donc de verrouiller les hélices. Et sur le dessus, on a également donc un clip qui vient se prendre sur l'arrière avec une sangle élastique. Ça permet également de verrouiller les hélices au-dessus. Donc pour le transport, il est bien protégé. À l'arrière, on va trouver donc l'emplacement pour les batteries. On aura donc ici le port de la carte micro SD et le port USB-C. Et on va avoir deux versions de ce Mavic 4 Pro. On aura une version standard avec un stockage interne de 64 Go et la version 512 Go, donc c'est celui-ci, avec un disque dur SSD, donc interne 512 Go. On aura également un format de compression supplémentaire. On y reviendra un petit peu plus tard justement dans la vidéo. Ce drone, étant donné qu'il pèse plus de 900 grammes, il a une classification européenne donc de classe C2. Donc on va pouvoir voler en catégorie ouverte, en sous-catégorie A3, 150 mètres des habitations et des zones résidentielles et loin des personnes. Ou alors en sous-catégorie A2 pour ceux qui ont le BAPD. Maintenant, je ne sais pas ce qu'il en est pour la classe C5, pour des éventuelles utilisations professionnelles par rapport à la réglementation française qui n'a pas encore évolué, qui ne s'est pas alignée sur la réglementation européenne. Donc on verra un petit peu plus tard ce qu'il en est justement pour une utilisation en classe C5. Au niveau du temps de vol, DJI annonce 50 minutes de temps de vol maximum, mais ce sont des tests effectués en laboratoire. En temps de vol réel, j'ai jamais dépassé les 40 minutes de vol. Donc on va dire qu'on est plutôt aux alentours de 35-40 minutes de vol effectif en gardant une petite marge pour un atterrissage en sécurité. Pour recharger les batteries, vous pouvez le faire directement avec la batterie dans le drone via le port USB-C ou alors si vous avez le pack combo, vous pouvez utiliser le hub de chargement. Il sera associé à un chargeur 250 watts avec une connectique un peu spécifique. Lorsque vous allez mettre les trois batteries dans le hub de chargement, il va d'abord recharger la batterie la plus déchargée et ensuite il va recharger les trois batteries de manière simultanée. Il faut compter à peu près 50 minutes pour avoir une charge complète sur une batterie et 90 minutes pour avoir les trois batteries chargées au maximum. Sur cette caméra, on va trouver trois objectifs. L'objectif principal, micro 4 tiers 100 mégapixels, équivalent 28 mm, ouverture variable de 2.8 jusqu'à f11. On aura une focale 70 mm de 1 sur 1,3 pouces, 48 mégapixels, ouverture fixe 2.8. Et on aura le téléobjectif de 168 mm qui était bien amélioré par rapport au Mavic 3 Pro puisqu'on aura désormais un capteur de 1 sur 1,5 pouces, 50 mégapixels, ouverture fixe à 2.8. Sur ces trois objectifs, on pourra zoomer de manière numérique, jusqu'à 2,5 fois sur l'objectif principal, jusqu'à 6 fois sur l'objectif 70 mm et jusqu'à 24 fois sur l'objectif 168 mm. Quand on fait une prise de vue, on va devoir choisir quel objectif on souhaite utiliser, mais on a un mode Explorer qui va nous permettre de basculer de l'un à l'autre de manière fluide, entre guillemets, puisque lorsqu'on va passer d'un objectif à un autre, on va voir une petite saccade, mais ça permet d'utiliser toute la plage de focale, y compris les zooms numériques. Comme sur le Mavic 3 Pro, lorsqu'on est en prise de vue standard et qu'on souhaite basculer d'un objectif à un autre, il faut arrêter l'enregistrement et il y a un petit temps de latence, le temps d'enregistrer sur la focale désirée. On aura les mêmes profils couleurs sur les trois objectifs en 10 bits. On aura le mode normal, le mode HLG, le mode D-Log M et le mode D-Log. En revanche, au niveau de l'encodage, on va avoir du H264 ou H265. Sur la version 512 Go, on aura un format All-I, All Intra. C'est un format où on aura la meilleure qualité d'image. C'est un encodage image par image en H264. En revanche, il va être beaucoup plus lourd puisque la même durée de séquence, on sera quasiment à 8 à 10 fois plus lourd qu'une séquence traditionnelle en H265. Donc on n'a plus la version ciné qu'on avait sur le Mavic 3 Pro avec sa version ProRes et il nous propose donc désormais un format en All-I, All Intra. Pour ma part, j'ai peu de soucis de lecture sur mon Mac Studio, mais sur mon PC qui commence un petit peu à dater, les fichiers en All Intra, ils saccadent, c'est des fichiers assez lourds. Donc je pense que si vous n'avez pas les bons codecs ou une machine qui tient la route, ça va être un petit peu compliqué pour les exploiter. Et encore une fois, là on n'est pas sur un fichier ProRes non compressé avec une lecture fluide. Là, on va être sur un fichier assez lourd avec un codec bien spécifique. Et la particularité de ce format All Intra, on sera en 10 bits 4.2.2, alors que si on prend la version 64 Go, on sera en version 10 bits 4.2.0. En H264 standard, on aura un débit maximal jusqu'à 90 mégabits seconde. En H265, on pourra monter jusqu'à 180 mégabits seconde. Et en All Intra, donc H264 All Intra, on sera avec un débit jusqu'à 1200 mégabits seconde. Alors maintenant, au niveau de la définition de l'image, avec le capteur principal, on pourra filmer jusqu'en 6K à 60 images par seconde.
On aura également un format vertical, on aura un mode DCI 4K jusqu'à 60 images par seconde et on pourra enregistrer en 4K jusqu'à 120 images par seconde. Sur l'objectif intermédiaire 70 mm, on pourra filmer en 4K jusqu'à 120 images par seconde. On aura un format vertical en 2,7K. Et sur le téléobjectif 168 mm, on pourra filmer en 4K jusqu'à 100 images par seconde et on aura aussi un format vertical en 2,7K. Pour les prises de photos, on pourra prendre du JPEG ou du DNG au format RAW. On aura sur l'objectif principal 25 mégapixels ou 100 mégapixels. Sur l'objectif intermédiaire, on va pouvoir passer de 12 à 48 mégapixels. Et sur la télécaméra, on pourra passer de 12,5 à 50 mégapixels. On va pouvoir prendre des prises de vue uniques, des prises de vue mode AEB bracketing jusqu'à 7 clichés. On va pouvoir prendre des photos à intervalles. Alors maintenant, on a quand même des petites particularités par rapport à l'orientation de la caméra. On va pouvoir effectuer des prises de vue horizontales ou verticales. La nacelle va pouvoir effectuer une rotation sur l'axe de roulis, donc un petit peu plus de 360 degrés. En revanche, cette rotation, elle va être bridée lorsque la caméra regarde vers le bas ou vers le haut. On ne pourra pas pivoter sur 360 degrés comme on pourrait le faire lorsqu'elle est horizontale. Mais on a quand même l'avantage d'avoir un angle exploitable jusqu'à 70 degrés vers le haut et 90 degrés vers le bas. Par exemple, pour effectuer des prises panoramiques, c'est très intéressant puisqu'on arrive quasiment à voir tout le ciel jusqu'au sol. Sur cette caméra, on va pouvoir fixer des filtres ND. On en reparlera un petit peu plus tard, certainement dans une vidéo dédiée. On n'aura pas de mode nuit spécifique, c'est la plage des ISO étendus de ce Mavic 4 Pro. On a un double ISO natif, qualité HDR irréprochable. DJI annonce jusqu'à 16 stops de plage dynamique sur l'objectif principal, jusqu'à 14 stops sur le 70 mm et jusqu'à 13 stops sur la télécaméra. Je ne sais pas concrètement ce qu'il en est, mais sur des prises de vue un petit peu complexes, que ce soit en contre-jour, en basse lumière ou même de nuit, on a une très bonne qualité d'image. On aura donc le mode Quick Shot qui permet de faire des prises de vue rapides comme on a sur toute la gamme des drones DJI. La particularité, c'est qu'on a un Quick Shot dédié avec la caméra rotative. On aura la fonctionnalité Master Shot, on aura la fonction Hyperlapse. Là encore, on pourra faire des choses un petit peu plus créatives avec la caméra qui va pivoter sur l'axe de roulis. On aura le mode panorama avec différentes options. On pourra choisir le mode libre ou alors le mode sphérique. Alors bien sûr, on aura la fonctionnalité suivi avec ce drone-là, que ce soit donc des personnes, des objets, des véhicules. Et maintenant, on a même une option pour suivre des oiseaux. Alors, je ne sais pas trop si c'est pertinent, en tout cas pour ma part, j'évite de déranger les oiseaux, mais j'ai suivi une montgolfière et il me l'a identifié comme un oiseau. Et c'est très efficace, que ce soit en mode spotlight, que ce soit en mode point d'intérêt où le drone va pivoter, effectuer une rotation autour de sa cible, encore une fois que ce soit quelque chose de fixe, quelque chose de statique, un bâtiment par exemple, ou alors le mode Active Track dédié donc sur les humains ou sur les véhicules, où on va avoir donc la possibilité de changer le drone d'orientation, donc c'est ce qu'on connaissait déjà sur les drones précédents, ou alors un mode automatique, c'est lui qui va évoluer en fonction de l'environnement. Les améliorations en termes de suivi, c'est notamment la taille des objets qu'il va détecter, et c'est vrai que c'est impressionnant. Sur des véhicules à plus de 200 mètres, il arrive à les identifier et à les suivre de manière quasiment instantanée. C'est assez bluffant, je dois dire. Grâce à sa détection d'obstacles, il permet de se frayer un chemin et c'est plutôt efficace, puisque cette détection d'obstacles, elle a été améliorée. Il arrive à déceler des objets jusqu'à 2 cm d'épaisseur. On a donc l'ensemble des caméras optiques qu'on peut afficher d'ailleurs sur l'application et qui nous permettent de voir tout autour du drone. En revanche, c'est un petit peu moins visible, je trouve, que sur le Mavic 3 Pro. Peut-être c'est dû à la position des caméras. Et on a donc l'ajout de cette technologie LiDAR qui va scanner l'environnement devant le drone et peu importe la lumière, ça va permettre donc de se frayer un passage dans des endroits encombrés. Et contrairement à la détection optique, s'il n'y a pas de lumière, le drone va quand même détecter les obstacles, mais attention, ça ne fonctionne que sur l'avant du drone. On a également la fonctionnalité de RTH intelligent, soit RTH dynamique lorsqu'on se déplace par exemple, qu'on fait du suivi, il suffit d'activer le retour au point de départ de manière dynamique et là il va revenir vertical de la radiocommande, donc ça c'est très pratique pour les modes suivi. On a également le retour à la maison automatique qui fonctionne même s'il n'a pas capté GPS. Par rapport au mouvement qu'il aura effectué, il sera capable de revenir tout seul en situation encombrée, dans des bâtiments, il sera capable de refaire son chemin à l'envers et on va trouver la fonctionnalité Waypoint où on peut effectuer donc des parcours avec des points de contournement et des actions déterminées qu'on va choisir donc sur les waypoints ou sur les points d'intérêt. Avec ces trois caméras, on a vraiment une évolution comparée au modèle précédent. Le capteur principal, on va passer en définition 6K jusqu'à 60 images par seconde. Donc ça, c'est très pratique. Ça permet de prendre des prises de vue avec une définition maximale. Ça laisse plus de latitude en post-production pour après exploiter par exemple au format portrait ou au format paysage.
On a une plage dynamique qui nous permet de capter tous les détails de l'image, que ce soit en photo, en vidéo. Alors l'image brute du mode normal, je la trouve un petit peu trop nette, avec un petit peu trop de contraste et une saturation un petit peu trop accentuée. Mais même en mode normal, on peut diminuer un petit peu la netteté lors de la prise de vue pour en rajouter en post-production. On va trouver, comme sur la plupart des drones DJI, le réglage de la balance des blancs, donc la température, la chaleur de l'image. Mais on a également un réglage supplémentaire pour affiner la teinte et le coloris souhaité qu'on souhaite apporter à nos images lors de la prise de vue. L'objectif 70 mm va être complémentaire à l'objectif principal, ça va nous permettre de faire des effets de parallaxe, ça va nous permettre de faire des prises de vue avec une focale plus serrée. Et l'objectif 168 mm va vraiment être exploitable. Là, on a vraiment une qualité d'image très satisfaisante et qui va être complémentaire donc, aux deux autres objectifs. Donc ça, c'est vraiment un gain et une amélioration à ce niveau-là. Sur l'objectif principal, on aura une ouverture variable, donc c'est très pratique pour notamment jouer un petit peu sur le rendu de votre image si vous souhaitez ajouter par exemple des flares ou de la profondeur de champ. Et sur l'application DJI Fly, on peut voir qu'il y a une petite étoile, c'est la valeur d'ouverture que l'application nous recommande donc pour cet objectif. En revanche, on aura une ouverture fixe sur les deux autres objectifs, donc qui sont un petit peu moins lumineux, donc forcément il faudra réajuster un petit peu les réglages lorsque vous allez passer d'un objectif à un autre pour affiner votre prise de vue. Alors la caméra qui tourne à 360 degrés, ce n'est pas la fonctionnalité que j'utiliserai le plus sur ce drone-là, loin de là. Maintenant, on a une stabilisation très efficace puisque la caméra va filtrer justement tous les mouvements avec ses différents axes de stabilisation. Même dans le vent, lorsque le drone sera chahuté, on aura une très bonne stabilisation de l'image. En photo, lorsqu'on utilise la définition boostée numériquement via l'extrapolation de pixels, on peut se rendre compte que la qualité d'image est un tout petit peu moins naturelle que la définition standard. On verra dans ma vidéo dédiée la qualité d'image comparée à celle du Mavic 3 Pro. Mais concrètement, sur le Mavic 4 Pro, on a quand même une meilleure définition d'image et une meilleure plage dynamique. En revanche, sur le Mavic 4 Pro, on aura un champ de vision plus étroit que sur le Mavic 3 Pro. On va passer sur une transmission OcuSync 4 Plus, donc c'est 30 km en norme FCC. On sera limité à 15 km nous en Europe. Mais c'est une des premières choses que Chris de l'équipe de Drone C3C a remarqué lorsqu'on a essayé le Mavic 4 Pro sur le circuit du Castellet, c'est l'amélioration de la transmission comparée au Mavic 3 Pro. Alors moi, très sincèrement, avec les tests que tu as permis de nous faire, déjà je pense que la connexion c'est vraiment un point plus. J'ai jamais eu une barre au niveau, tu sais, des 4 barres de connexion qui est partie. La connexion est vraiment super. Ça, je pense que pour nous, pour un pro, c'est le plus important, et surtout pour nous qui faisons du live, genre d'avoir un retour vidéo parfait, c'est génial. Donc ça, c'est pour nous le premier point. Et dans un environnement qui était complexe parce qu'il y avait des voitures avec des RC, avec des gens, de la communication, des antennes 4G, 5G, bref. C'était vraiment super connexion, ça c'est le top. Alors il y a tellement de fonctionnalités sur ce Mavic 4 Pro que je n'ai pas tout abordé. On a notamment le régulateur de vitesse qui prend maintenant en compte l'inclinaison de la caméra. On va avoir la fonctionnalité Quick Transfer en veille lorsque le drone est éteint. On peut communiquer directement avec le smartphone pour transférer les fichiers du drone vers le smartphone. On a bien sûr sur la version 512 Go le disque interne SSD qui est très pratique pour transférer rapidement les rushs du drone sur un ordinateur via le câble dédié. Sur la radiocommande, on a le retour de la fonctionnalité double commande, donc ça va permettre de faire soit de l'apprentissage avec un pilote maître et un pilote élève, ou alors de faire de la prise de vue avec une personne qui pilote le drone et une autre qui pilote la caméra. Et avec cette ERC Pro 2, on peut enregistrer le son directement via le drone et la radiocommande. Donc on peut aller dans le menu caméra, il va falloir activer l'enregistrement dans l'application. On a deux modes de réduction du bruit, je vais le laisser sur normal. Et lorsqu'on enregistre, on a le petit picto du micro qui va nous signifier l'enregistrement actif, donc sur la droite, sous le déclencheur. Là, j'enregistre avec le DJI Mic 2, mais c'est compatible avec les DJI systèmes audio, donc que ce soit les Mic 2 ou le DJI Mic Mini. Alors maintenant, quels sont ses points forts, ses points faibles? Alors ses points forts, c'est qualité d'image, la 6K sur un capteur micro 4 tiers pour un drone qui est compact, qui permet d'être transporté dans un sac. C'est vraiment pour moi le drone idéal, transportable avec une très bonne qualité d'image. La radiocommande, elle est vraiment super pratique, que ce soit en termes de pilotage ou même en termes de retour vidéo. On a un retour vidéo HDR en live avec une qualité d'image impressionnante. Lorsque vous êtes dans l'album et que vous avez des prises de vue en log ou en D-Log, vous pouvez appliquer directement des luttes pour avoir le rendu, ce qui va permettre d'avoir une très bonne visibilité lors de vos prises de vue. Alors maintenant, est-ce qu'il a des points faibles ce drone? Est-ce qu'il a des défauts?
Alors, je ne parlerai pas de défaut parce que franchement, j'en ai pas trouvé. Je dirais que le point faible, c'est peut-être la caméra qui est un petit peu exposée. En cas de crash, c'est elle qui va prendre en premier. Et à mon avis, à changer, ça ne doit pas être donné. Au niveau de la détection d'obstacles, ce n'est pas infaillible. Je me méfie toujours. Je n'ai pas effectué mes tests à 100% parce que j'ai encore pas mal de vidéos à faire avec ce drone-là. Mais les petites branches, eh bien, même avec sa détection LiDAR, j'ai eu quelques moments où j'ai dû appuyer sur le bouton pause parce que je ne savais pas si le drone vraiment allait éviter les obstacles très fins. Donc à mon avis, en forêt ou en sous-bois, par rapport à la détection d'obstacles, malgré toute cette technologie embarquée, il faut quand même rester vigilant. Le mode suivi, ce n'est pas aussi fluide que les petits drones autonomes type Over Air X1 Pro Max par exemple. On a des mouvements qui sont parfois un peu rapides, un peu brutaux. Maintenant, ce n'est pas forcément ce que je lui demande comme fonctionnalité première. Et ensuite, le nouveau format d'encodage, All Intra. Alors, peut-être qu'on a une très bonne qualité. Maintenant, c'est un format qui est quand même assez lourd et qui n'est pas toujours fluide. Donc, il va falloir du matériel performant pour exploiter les images du Make 4 Pro. Mais bon, si vous achetez un Make 4 Pro, a priori, je pense que vous avez le matériel qu'il faut derrière. Le tarif est certes élevé, mais ça reste cohérent par rapport aux fonctionnalités que propose ce drone. On aura différents packs possibles, soit le drone avec le pack et la radiocommande DJI RC2, soit le pack avec la DJI RC Pro 2, avec le SSD interne de 512 Go et le format d'encodage All-E. Donc vous l'aurez compris, ce Make 4 Pro, il n'a pas beaucoup de défauts. Je vais laisser à Chris de Drone C3C le soin de terminer cette vidéo puisqu'il a pu le tester en situation réelle lors d'une mission sur le circuit du Castelet. Et d'ici là, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao! Franchement, le seul point négatif pour moi, c'est qu'il va falloir que j'achète un Mavic 4 Pro.